Ok, je pense qu'on n'était pas en ligne. Nous allons carrément reprendre l'enregistrement. Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir à tout le monde. Donc, bienvenue à notre séance de formation sur les systèmes d'exploitation. Dans la première séance, nous avons défini ce que c'est qu'un système d'exploitation, le rôle d'un système d'exploitation. Dans la deuxième séance, nous avons vu, comment on appelle ça, pour continuer toujours avec la première séance. Dans la première séance, nous avons défini le système d'exploitation, son rôle et les différentes parties d'un système d'exploitation. On avait dit comme ça que le système d'exploitation pouvait être départagé ou scindé en trois parties. La première partie, qui est la partie utilisateur, ou l'interface homme-machine, qui était aussi divisée en deux parties, c'est-à-dire la partie d'utilisation de façon graphique et l'utilisation à travers les lignes de commande, c'est-à-dire le CLI, Command Line Interface, communément appelé terminal, shell, CMD et tout ça, le coquille. Donc, ça, c'est la première partie du système d'exploitation. Et la deuxième partie du système d'exploitation, on a dit que c'était la partie centrale, tout ce qui concernait les systèmes de fichiers et les systèmes de gestion des fichiers, on veut dire. Et la troisième partie, c'est la partie matérielle, c'est-à-dire tout ce qui concerne le matériel informatique. Donc, on a la partie utilisateur ou l'interface homme-machine, la partie centrale qui est la gestion des systèmes de fichiers, c'est-à-dire le noyau même du système d'exploitation. La troisième partie qui est la partie matérielle. Donc, tout ce qui concerne le hardware, c'est ça. Et dans notre troisième séance, non, ça c'était déjà la première séance. Dans la deuxième séance, nous avons parlé du processus de démarrage d'un PC. Et comme ça, dans le processus de démarrage, on essaie de résumer tout ce que nous avons fait, puisque nous sommes à la dernière séance. Donc, comme ça, à la deuxième séance, parlé de, nous avons parlé du processus de démarrage d'un système informatique, précisément un PC. Et on a dit comme ça que ce processus pouvait être découpé en quatre grandes parties, c'est-à-dire la première partie qui consistait tout simplement à la mise sous tension du système informatique, précisément ici le PC, c'est-à-dire l'ordinateur. Donc, en cette première étape, c'était tout juste ou tout simplement le simple fait d'appuyer sur le bouton d'allumage. Donc, ça, c'est la première étape du démarrage d'un PC. Donc, la première étape est appelée la mise sous tension. Et la deuxième partie, c'était le post, P-O-S-T, qui veut dire power, qui veut dire allumer, power on self-test. Donc, euh, un test, ce qui se traduit par un test à l'allumage. Et donc, on a dit comme ça que la deuxième partie, c'était le post qui consistait tout simplement à initialiser les différents équipements, c'est-à-dire les différents équipements informatiques, du moins le hardware, le matériel informatique initialisé et contrôlé, c'est-à-dire on fait un test. Donc d'abord, après l'allumage, on passe à la deuxième étape qui consiste à vérifier l'intégrité de tout le matériel informatique, l'intégrité et les différentes fonctionnalités. Donc du coup, on fait un tour. On fait la ROM, on vérifie si la ROM, la mémoire ROM est fonctionnelle. S'il existe une mémoire ROM, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Le dispositif a-t-il un, je parle de dispositif, je parle bien de notre PC. Est-ce que le PC a, comment on appelle ça, un disque dur? Est-ce que la carte mais n'est pas quelque part endommagée? Donc on vérifie tout, on vérifie le disque, on vérifie le processeur, on vérifie les rames, le clavier, tout ce qui peut rentrer en ligne de compte pendant le démarrage de l'ordinateur. Donc, la deuxième étape consiste à initialiser les différents matériels, le matériel informatique, c'est-à-dire les différents équipements informatiques ici que j'appelle les hardware. On les vérifie, ils sont tous au top. On passe à la troisième étape, donc qui consiste maintenant à la recherche de d'équipements, à la recherche de périphériques d'amorçage ou à la recherche des périphériques de démarrage. Donc, cette étape consiste tout simplement à chercher un support sur lequel nous pouvons probablement
trouver le système d'exploitation, c'est-à-dire ce support, ce n'est rien d'autre que le disque dur, une clé USB, donc tout ce qui est support de sauvegarde. Donc après la première étape, nous passons à la deuxième étape et de la deuxième étape, on passe à la troisième étape qui consiste à la vérification ou du moins à la recherche véritablement d'un système d'exploitation exécutable. Donc, on le cherche sur un périphérique d'amorçage ici, ou du moins un périphérique de stockage. Ici, un disque dur, une clé USB, un lecteur DVD, ainsi de suite. Donc, tout support qui pourrait supporter ou du moins qui pourrait contenir le système d'exploitation. Donc, une fois on trouve un système d'exploitation exécutable sur, le dit support, et la partie qui peut être chargée, c'est-à-dire le bootloader, qui est contenu dans le BIOS, c'est-à-dire le Basic Input Output System, est chargé dans la mémoire RAM. Et on procède à l'exécution du système d'exploitation proprement dit. Donc, une fois la vérification effectuée, on voit que aucun matériel n'est défectueux. On passe à, à l'étape suivante qui est quoi? Qui est le contrôle, c'est-à-dire quoi? La dernière étape qui est le transfert de contrôle. Ici, le transfert de contrôle consiste tout simplement à l'exécution proprement dit de notre système d'exploitation. Donc, c'est une, c'est une main levée sur le système, sur le checking, c'est-à-dire nous ne sommes plus au niveau du contrôle ou de l'alimentation et des trucs comme ça. On passe à l'exécution, c'est-à-dire si vous voulez, à l'allumage même de notre système d'exploitation, à l'allumage en grille pour dire que le fonctionnement du système d'exploitation. C'est-à-dire qu'à partir de la quatrième étape, nous pouvons voir réellement notre système d'exploitation. C'est-à-dire que c'est seulement à la quatrième étape qu'on peut voir si nous avons une machine qui tourne sur un système d'exploitation Windows, Linux et console, un Windows 10, un Windows 7, un Windows... Donc, seulement après toute la première, la deuxième et la troisième étape que nous pourrons savoir le système d'exploitation que nous avons en face de nous. C'est-à-dire après, tout juste après le passage de, de la quatrième étape, c'est-à-dire le transfert de contrôle. Donc, le transfert de contrôle consiste tout simplement à exécuter le dit système d'exploitation que nous apparaissons sur le bureau ou du moins sur la fenêtre qui va nous demander d'entrer nos, comment on appelle, les différentes informations concernant l'utilisateur, c'est-à-dire son nom et le mot de passe s'il en existe. S'il n'en a pas, après le contrôle, c'est-à-dire après euh, le transfert de contrôle, donc tout juste après l'exécution du système d'exploitation, nous apparaissons directement, ou du moins nous rebondissons directement sur le bureau. Donc ça, c'était déjà le résumé de la deuxième séance. Et pour la troisième séance, nous avons parlé de système de fichiers. Donc dans la deuxième séance et dans la troisième séance, nous avons défini ce que c'est qu'un fichier. Et on avait dit comme ça qu'un fichier est une suite d'octets portant un nom et conservé dans une mémoire. Pour faire plus simple, c'est-à-dire qu'un fichier, c'est un ensemble d'octets qui a un nom, un ensemble d'octets, c'est-à-dire un ensemble de données, puisque les données sont représentées en informatique par des octets. Donc, du moins, ils sont codés en octets enregistrés. Ils sont codés en binaire, bien sûr, et enregistrés sous un disque et l'unité de mesure ici c'est l'octet. C'est ça? Donc tout simplement c'est un ensemble de données enregistrées sur un support de sauvegarde qui, qui a un nom, bien sûr, une taille, un emplacement, une extension. Et toutes ces métadonnées sont appelées, comment on appelle ça? Toutes ces informations sont appelées métadonnées, c'est-à-dire le nom du fichier, l'extension, l'emplacement. Et c'est toutes ces informations-là qui définissent le fichier en soi. Donc, comme ça, nous avons dit que le contenu d'un fichier peut être représenté n'importe quel.
peut être représenté par n'importe quelle donnée. Cela peut être un programme, ça peut être une image, une vidéo, et ainsi de suite. Donc, les fichiers sont classés dans des groupes appelés répertoires et chaque répertoire peut contenir d'autres répertoires, formant ainsi une organisation arborescente appelée système de fichiers. Donc, nous avons défini ce que c'est qu'un fichier et la définition adéquate du système de fichiers, on va dire que c'est un ensemble de fichiers contenus les uns dans les autres et ce qui crée une arborescence, c'est-à-dire il y a un fichier ou un dossier parent et le dossier parent peut contenir un autre dossier et ce dossier peut contenir des fichiers. Donc ainsi de suite. Et ce système-là, a la façon dont les informations sont enregistrées, du moins agencées, enregistrées, est appelé système de fichiers. Donc, ce qui veut dire que chaque système d'exploitation a sa façon à lui d'enregistrer ces différents fichiers ou d'enregistrer ces différents dossiers. Donc ici, l'agencement l'agencement ou du moins l'organisation, la façon dont les informations sont enregistrées sur notre support est appelé système de fichiers. Ici, on n'attend pas organisation, les règles, quelles sont les différentes propriétés et tout ça, comment est-ce que les fichiers sont organisés. Et ici, pourquoi toute cette organisation? C'est juste pour faciliter l'accès à ces différentes informations que nous enregistrons. Donc, du coup, quand on enregistre un fichier, il a un emplacement pour permettre à l'utilisateur à tout moment de pouvoir accéder à ce fichier et effectuer d'éventuelles modifications. Et de même, au moment de l'exécution du fichier ou de l'ouverture du fichier, le système d'exploitation aussi a besoin de connaître l'emplacement du fichier. Donc, c'est toutes ces informations qu'on appelle métadonnées pour ne pas trop me répéter, qui permettent de caractériser le fichier, c'est-à-dire le nom, l'emplacement, la taille, l'extension. L'extension ici, c'est quoi? C'est juste le suffixe qui se trouve à la fin du nom du fichier. Quand vous prenez un fichier qui s'appelle cours.pdf, PDF c'est l'extension, c'est ça? Et cours c'est le nom du fichier. Donc, ce cours PDF est enregistré forcément dans un emplacement. Et l'emplacement, c'est quoi? C'est peut-être qu'il est enregistré sur le bureau et sur le bureau, il est enregistré dans un dossier qui s'appelle GNU. Et dans le dossier GNU, il y a un autre dossier qui peut s'appeler cours informatique. Et dans le cours informatique, de ce cours informatique, je vais dire, il se trouve un fichier qui s'appelle cours de système d'exploitation. Donc, on voit tout de suite que le dossier, le fichier est dans un dossier qui se trouve lui-même dans un dossier et qui se trouve dans un autre dossier. Ici, le premier dossier, on a dit quoi? Que c'est le, il se trouve d'abord que nous sommes sur le bureau, qui est un dossier aussi, bien sûr, si on parle de l'arborescence depuis le disque dur, c'est-à-dire le disque C. Donc, le bureau même constitue un dossier. Et dans le dossier bureau, nous avons créé un autre dossier que le dossier bureau, ce n'est pas nous qui le créons, ça, c'est un dossier système ici, si on veut dire. Donc, nous créons un dossier qui va s'appeler cours d'informatique. Et dans ce dossier cours d'informatique, nous créons encore un autre dossier qui va s'appeler, euh, comment on appelle ça? On va appeler ça système d'exploitation ou on va appeler ça génie logiciel, le dossier génie logiciel. Et dans le dossier génie logiciel, on peut créer un autre dossier qui va s'appeler système d'exploitation. Et dans le dossier système d'exploitation, on met un fichier qui est le cours d'informatique, par exemple, ou le cours d'informatique, mais précisément le cours des systèmes d'exploitation. Donc, nous voyons ici que l'agencement de ces informations, c'est-à-dire partant du, du bureau, allant après le bureau, on va dans un dossier et après on va dans un autre dossier et descendre jusqu'au fichier est appelé arborescence, c'est ça? Donc pour accéder au fichier qui se trouve dans un dossier, qui lui aussi se trouve dans un autre dossier qui se trouve sur le bureau, quand on clique sur le fichier pour l'ouvrir, c'est cette arborescence-là que les systèmes d'exploitation défilent, c'est-à-dire que ça soit de façon ascendante ou descendante. Ici, dans ce cas, nous avons une de façon descendante, on quitte
le C, on vient sur le bureau. Sur le bureau, on a un dossier dans lequel il se trouve un autre dossier. C'est fait exprès pour qu'on voit l'arborescence jusqu'à ce qu'on atteigne le fichier lui-même. Donc, du coup, à l'enregistrement de ce dit fichier, le système d'exploitation gère l'emplacement de ce fichier à partir du système de gestion des fichiers, le F, le système de gestion des fichiers. Et ici, qu'on a dit quoi? Que les fichiers sont classés dans des groupes appelés répertoires. Chaque répertoire peut contenir d'autres répertoires, comme dans le cas express que nous venons de dire, et formant ainsi une organisation arborescente appelée système de fichiers. Donc, le système de fichiers, c'est tout simplement l'organisation, ou du moins la façon dont les fichiers sont enregistrés sur un support de sauvegarde. Donc, les fichiers sont la plupart du temps stockés sur des mémoires de masse telles que les disques durs, c'est ça? Les disques durs, les clés USB, les DVD et consoles, tout support qui peut nous permettre de sauvegarder des informations. Dans un système d'exploitation multi-utilisateur, les programmes qui manipulent le système des fichiers effectuent des contrôles d'accès des droits, les ACL, c'est ça? OK. Donc, ici, à la deuxième séance, nous avons, de façon générale, voilà ce que nous avons fait. Nous avons défini ce que c'est un fichier, ce que c'est que, comment on appelle ça, le système des fichiers, le système de gestion des fichiers. Nous avons également parlé de quoi? Euh, on a défini, on a défini le système des fichiers, on a défini d'abord ce que c'est qu'un fichier, les caractéristiques d'un fichier, la définition du système des fichiers et du système de gestion des fichiers, les différentes fonctionnalités du système des fichiers, les notions du système des fichiers, les caractéristiques d'un fichier, c'est-à-dire les métadonnées ou métadata, les types de fichiers, l'arborescence et le schéma d'accès. Donc, ici, pour ce qui est comment on appelle, pour ce qui est du système de gestion des fichiers, nous avons dit que le système de gestion des fichiers assure plusieurs fonctionnalités de façon générale. Donc, puisque c'est le système de gestion des fichiers qui permet d'organiser, ou du moins qui constitue l'organisation de la sauvegarde, ou du moins l'organisation des fichiers même. Et puisque dans l'organisation, il y a déjà comment les fichiers sont enregistrés. Donc, l'organisation des fichiers de façon générale. Et cette gestion-là peut se faire de plusieurs façons. Du moins, pour dire quoi, que le système de gestion des fichiers a plusieurs fonctions. L'une des fonctions, c'est quoi? La manipulation des fichiers. Donc ici, la manipulation des fichiers consiste à faire quoi? À, comme le nom l'indique, à manipuler les fichiers. Ici, manipuler, c'est quoi? Peut-être ouvrir le fichier, l'enregistrer, le modifier puisqu'il existe déjà, le modifier, le renommer, l'éditer, s'il s'agit d'un fichier éditable, ainsi de suite. Donc, ça peut mettre la manipulation, même peut-être l'exécution du fichier s'il s'agit d'un fichier exécutable, comme je l'ai dit. Donc, la manipulation, ça peut être l'édition si nous avons un fichier texte ou un fichier que nous pouvons exécuter. Après édition, on peut enregistrer le fichier. Une fois un fichier qui existe déjà, quand on l'édite et quand on l'enregistre, cela devient une modification. Donc, on a modifié le fichier. Si c'est un fichier exécutable, comme une application, à chaque fois qu'on ouvre l'application, à chaque fois qu'on ouvre l'application, on fait une exécution et ce qui est considéré comme une manipulation du fichier aussi. Tout cela est géré par le système de gestion des fichiers. OK. Donc, une autre fonctionnalité du système du SGF, c'est-à-dire système de gestion des fichiers, est l'allocation de la place, c'est-à-dire l'espace dédié aux 10 fichiers. Comme on le disait tantôt, le fichier est enregistré sur un support. Et c'est le système de gestion des fichiers qui permet d'allouer cet espace-là aux fichiers. Donc, l'allocation de la place sur mémoire secondaire, les fichiers étant
des tailles différentes. Les fichiers étant de tailles différentes, cette taille pouvant être dynamique, le système de gestion alloue à chaque fichier un nombre variable de blocs de taille fixe. Donc, tout simplement pour nous dire que l'enregistrement se fait par bloc et comme les fichiers sont de tailles différentes, donc chaque fichier, on alloue à un fichier de l'espace en fonction de sa taille. Ça ne sert à rien d'allouer 2 gigas à un fichier qui fait 3 octets. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, on alloue l'espace en fonction même de la taille ou du moins de l'importance du fichier en termes de capacité ici. Donc, l'allocation se fait en fonction de la taille du fichier. Les fichiers, on peut avoir plusieurs fichiers sur le même support, mais les fichiers sont de tailles différentes. Donc, du coup, ils n'occuperaient pas le même espace sur le disque dur ou sur le support d'enregistrement. Et à côté de ces deux fonctionnalités, c'est-à-dire la manipulation et l'allocation, il y a aussi la localisation des fichiers. Ici, la localisation, ou en d'autres termes qu'on peut appeler chemin, il y a aussi le chemin. Et il faut dire que le chemin aussi est géré par le système des fichiers. Ici, le chemin, c'est quoi? C'est l'arborescence, c'est le path, comme on le dit en anglais, du moins l'adresse qui nous permet d'accéder au fichier. Donc, ici, la localisation des fichiers est représentée, est nécessaire pour pouvoir identifier et retrouver les fichiers, c'est-à-dire les données. Pour cela, chaque fichier possède un ensemble d'informations descriptives regroupées dans un descripteur des fichiers. Donc ici, dans le système des fichiers, pour pouvoir accéder à chaque fichier, il y a des informations sur les fichiers qui permettent au système d'exploitation d'aller attaquer ou du moins d'aller exécuter si c'est un fichier exécutable ou d'aller ouvrir le fichier tout simplement si c'est du fichier texte ou de la musique ou quelque chose comme ça pour pouvoir manipuler les fichiers si on veut dire. Donc, on a besoin de la localisation du fichier ou du moins de l'adresse du fichier. Donc, une autre fonctionnalité du système de gestion des fichiers est la sécurité et le contrôle des fichiers. Pour la sécurité et pour ce qui est de la sécurité et du contrôle des fichiers, il faut tout simplement dire que si nous sommes sur un système multi-utilisateur, il peut arriver que un utilisateur X mette des droits sur un fichier. Et du coup, ce fichier peut être accessible. Ici, on parle en termes de, comment on appelle ça? Ici, quel est l'exemple que nous essayons de donner ici? On peut faire des limitations de droit ou des limitations d'accès à un fichier par rapport à une application. Je m'explique. L'utilisateur A peut avoir un fichier. Et ce fichier ça peut être un fichier texte, ça peut être tout autre type de fichier. Mais ce fichier peut être exécuté peut-être par un autre fichier. Ici, on appelle tout ici fichier. Même le programme, les applications sont aussi des fichiers. Donc, supposons, on prend un exemple concret, une application qui a besoin d'exécuter, pour s'exécuter, a besoin d'un fichier qui se trouverait peut-être sur le bureau ou dans un emplacement quelconque. Donc, ce fichier n'étant pas partie intégrante de l'application, l'application a besoin d'accès, c'est-à-dire a besoin des droits pour pouvoir accéder au fichier qui peut-être lui-même il a besoin et qui aurait peut-être besoin de ça pour une raison ou pour une autre pour pouvoir marcher. Je prends un exemple concret. Supposons que vous avez une application qui se trouve sur le bureau que vous devez exécuter et sur l'interface de cette application se trouve une image et l'image n'est pas partie intégrante de votre application. On parle un peu en termes de développeurs. Maintenant, mais il s'avère que dans le code source de l'application, l'exécution, au moment de l'exécution du système, au moment de l'exécution de l'application,
le système est redirigé vers l'image, c'est-à-dire pour exécuter l'image, pour pouvoir l'afficher dans l'interface de notre système. Qu'est-ce que je dis? Au moment de l'exécution de l'application, le système d'exploitation est redirigé, ou du moins l'application est redirigée vers l'image pour pouvoir l'exécuter, pour pouvoir l'afficher sur l'interface. Donc, si à un moment donné ou un autre, si l'image ne se trouve pas au bon endroit, c'est-à-dire on déplace l'image ou l'image est effacée, quand on va vouloir exécuter le système, on va vouloir exécuter, ou du moins si on exécute l'application, on va avoir tout simplement une erreur euh, le, parce que tout simplement l'application ne serait plus intégrale. Et tout à l'heure, on va parler de l'intégralité d'un fichier. Donc, du coup, il y a quelque chose qui manque au système, à notre application. Et du coup, le système d'exploitation qui a permis quand même l'exécution de l'application va générer une erreur. On va dire tout simplement que fichier introuvable ou quelque chose comme ça. Cela sous-entend quoi? Que l'application n'a pas eu accès au fichier pour des raisons diverses. Peut-être l'une des raisons, peut-être que on, l'application, dans le code source de l'application, on a dit que le fichier image se trouvait sur le disque C dans un dossier appelé image. On l'exécute. Au moment de l'exécution, l'application va chercher l'image sur le disque C, bien sûr, la localisation de l'image, c'est-à-dire son adresse. Il va là-bas et l'application ouvre le dossier avec, bien sûr, accord du système d'exploitation. Il ouvre le fichier, mais il ouvre le dossier, mais il n'y a pas d'image dans le dit dossier. Donc, cela va générer une erreur. Ça fait un. Et si jamais l'image existe, mais qui n'est pas à l'emplacement qui a été codé, c'est-à-dire dans le code source, cela reviendra toujours est-il qu'on aura une erreur parce que tout simplement notre application nous dira que on n'a pas, qui n'a pas ou qu'elle n'a pas trouvé d'image. Et ça c'est un cas express. On peut avoir un autre cas d'accès aussi où vous créez un fichier où vous mettez un code dessus, un code secret, même si je connais comme on appelle ça, votre mot de passe que je peux accéder à votre bureau. Je peux ne pas pouvoir ouvrir ce fichier. Comme je peux être l'éditeur d'un dossier aussi ou d'un fichier, je mets certains droits dessus. Celui qui est là, il peut ouvrir le fichier, mais il ne peut pas l'éditer. C'est-à-dire éditer, modifier le fichier. Donc, on peut modifier certains, comment on appelle ça, certains droits sur le fichier, le droit d'écriture, le droit de lecture, on peut limiter les accès à un fichier. Et cela aussi est possible entre application et fichier ou entre utilisateur et fichier. Donc, et, et dans la troisième séance, toujours, nous avons parlé d'autres fonctionnalités concernant le système des fichiers. On a dit que c'est le système des fichiers aussi qui gérait la compression des fichiers. On sait ce que c'est que la compression. La compression, c'est tout simplement de compresser des fichiers. Ici, un ensemble de fichiers. On ne va pas compresser un seul fichier ici. Donc, on a un ensemble de fichiers qu'on veut importer, ou du moins, on veut avoir un mail. Et le mail, on a une pièce jointe, on a des pièces jointes, mais on veut faire de ça une seule pièce jointe. On a 10 documents qu'on veut envoyer dans un document mail, c'est-à-dire quoi, dans la messagerie électronique. Donc, il est possible d'envoyer, si notre client de la messagerie ici nous le permet, on peut envoyer de façon séparée, c'est-à-dire les 10 fichiers, on écrit notre message et on importe les 10 fichiers ici dans notre message. Comme d'aucuns, au lieu d'importer 10 fois les messages, on sait qu'on peut faire du copier-coller pour que tous les messages, toutes les pièces jointes soient envoyées et téléchargées à la fois. Même. D'aucuns compresseront ces fichiers, c'est-à-dire les 10 fichiers, on les compresse. On connaît, il y a des applications qui nous permettent de faire ça comme Zip7 et ainsi de suite, qui nous permettent de compresser sur Windows. Donc, on compresse les fichiers pour avoir un seul fichier. Et à la lecture, c'est-à-dire une fois le fichier envoyé au destinataire, il a besoin de les décompresser pour pouvoir,
parce que lui va recevoir le fichier en un seul, alors que en vrai, c'est pas un seul fichier, c'est 10 fichiers. Donc, quand il va les décompresser, il y aura les 10 fichiers qui lui ont été compressés et envoyés. Donc, pour pouvoir les revoir, il doit les décompresser. Donc, on parle de compression et de décompression. Ici, la compression et la décompression est gérée aussi par le système d'exploitation, précisément par le système des fichiers. Donc, il y a aussi le chiffrement. Comme je le disais tantôt, on peut chiffrer un dossier. Ici, chiffrer, c'est tout simplement coder, que ce soit à partir d'une application. Il y a des applications que nous pouvons utiliser pour chiffrer nos dossiers. Et aussi, on peut tout simplement chiffrer à partir de code PIN, comme je dirais tout simplement Word nous le permet avec Word ou Excel. On peut mettre un petit cadenas sur nos dossiers et même verrouiller. Là, on parle de verrouillage, c'est ça? On peut verrouiller nos différents dossiers ou fichiers. Donc, le chiffrement aussi est géré par le système d'exploitation. Donc, tout à l'heure, nous parlons aussi de, comment on appelle ça, le droit d'accès. Le droit d'accès au fichier aussi, comme je viens de l'expliquer, le droit d'accès au fichier, c'est-à-dire entre l'utilisateur et le fichier, ou système, entre utilisateurs, entre différents utilisateurs. Si nous sommes dans le cas d'une machine qui a plusieurs utilisateurs, une machine multi-utilisateur. Et c'est là aussi, il y a aussi des droits d'accès au fichier entre application et fichier. C'est-à-dire une application qui se trouve sur une machine et un autre fichier qui se trouve sur la machine. Seul le système d'exploitation peut donner le droit, comment on appelle ça, peut donner le droit à une application. Ici, application, c'est une application étrangère à pouvoir accéder à un fichier. Et cela est géré par le système de fichiers. C'est ça, comment on appelle, système de gestion des fichiers. OK. Donc, on a aussi la journalisation des écritures qui est gérée par le système des fichiers, la distribution et la répartition du réseau, la virtualisation et la restriction des nommages pour les fichiers. Donc ici, on parle des restrictions de nommage, tout simplement pour dire quoi? Qu'on ne peut pas donner n'importe quel nom à un fichier. Il y a des règles. Et chaque système d'exploitation a ses règles. Et du moins, chaque application aussi peut avoir ses règles. Du moins que l'application même est gérée par le système d'exploitation. Donc, on peut dire tout simplement que chaque système d'exploitation a ses règles. Quand on prend un exemple concret, on veut créer un document Word ou Excel que nous utilisons. Je reviens toujours sur ces deux logiciels parce que c'est des logiciels que nous utilisons tous les jours. Donc, si vous finissez d'éditer votre document Word ou Excel et qu'on vous demande de l'enregistrer, ici, l'enregistrer, c'est quoi? C'est deux étapes. Donner un nom au fichier. L'extension est déjà prédéfinie. Donc, puisque vous l'ouvrez avec un logiciel qui a déjà son extension. Donc ici, vous mettez tout simplement le nom du fichier. Pour dire quoi? Si on parle des restrictions dans le nommage, c'est pour dire qu'on ne peut pas écrire n'importe quel caractère, ou du moins on ne peut pas utiliser tous les caractères alphanumériques avec les caractères spéciaux dans le nom d'un fichier. Si je prends l'exemple, parle pas d'un document Word, je pense bien que les slash et les anti-slash ne sont pas acceptés dans le nom d'un dossier. Et pour faire plus court et pour faire plus simple, il faut souvent éviter les espaces vides dans le nom d'un document. Il y a certaines versions, peut-être de Word, qui n'accepteraient pas les espaces. Mais toujours est-il que vous pouvez enregistrer ou créer des dossiers avec les noms d'espace. Mais souvent, quand nous voulons accéder à ces fichiers à partir de command line, cela peut s'avérer un peu difficile. C'est vrai qu'il y a une solution pour remédier à cela, mais de préférence, il faut toujours créer ou du moins donner les noms des documents avec les... Il faut toujours donner le nom, il faut toujours nommer nos différents documents.
C'est bon? Hmm? Non, je suis en train de résumer quelque chose d'abord. Je vais mettre ça. Oui, 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 oui. Je vais faire le coup. Non, je suis en train de résumer tout. Donc, nous pouvons tout simplement nommer on donne quand même un nom compréhensible. Il ne faut pas donner un nom au fichier à vue d'œil qu'on ne sache pas le contenu du fichier, à moins qu'on veut garder quelque chose de secret. Mais toujours est-il que il faut respecter les, les restrictions. De toutes les façons, quand on ne les respecte pas, le fichier n'est pas enregistré. Mais il arrive des fois que Windows, ou du moins notre système d'exploitation, nous laisse certaines légèretés. On peut enregistrer aujourd'hui un document avec un nom qui contient des espaces. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour exécuter ou pour, moins pour accéder à ce fichier de façon graphique, il n'y a pas de problème. On va, on clique sur le dossier et s'ouvre. Mais si nous devons utiliser les lignes de commande, c'est-à-dire le terminal, l'utilisation de façon à partir, c'est-à-dire exécuter le fichier à partir du terminal, cela peut s'avérer un peu compliqué, ou du moins cela génère en général des erreurs. C'est vrai, pour remédier à cela, il suffit souvent de mettre le nom espacé là, c'est-à-dire le nom qui contient de l'espace entre guillemets, et cela peut résoudre le problème. Mais pour plus de sécurité ou pour plus d'assurance, il faut toujours enregistrer les noms de façon en un mot, c'est-à-dire quelle que soit la taille du nom que vous voulez attribuer à votre fichier, il faut l'écrire en un mot, peut-être avec des majuscules et consorts. On peut aussi utiliser les tirets de 6, les tirets de 8. C'est ça. Je pense aussi qu'il y a des caractères spéciaux qui ne sont pas acceptés dans les documents Word. Donc, tout ça, il faut faire plus simple pour qu'on puisse accéder aux fichiers de façon graphique. En général, de façon graphique, il n'y a pas de problème, mais qu'on puisse accéder aussi à ces fichiers à partir des lignes de commande. OK. Donc, il y a certaines restrictions et chaque système d'exploitation a ses propres restrictions et peut-être même certaines applications et ainsi de suite. C'est comme si, c'est vrai, de façon normale, on ne peut pas enregistrer un document Word sans nom. D'aucuns pourront contourner et enregistrer le fichier ou créer un dossier qui ne constituerait pas de nom. Bon, c'est là, je ne vois pas trop l'importance de cela, mais en général, quand on crée un fichier, on lui donne un nom et on dit où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Donc d'abord, les caractéristiques qui sont là, c'est le nom du fichier et l'emplacement pour pouvoir sauvegarder un fichier. Ok. Donc ici, c'était les fonctionnalités supplémentaires du système des fichiers. Et après ça, nous avons parlé de... Hello? Donc après cela, nous avons parlé de... Allô? Bonsoir. Enfin, tu as réapparu. J'espère que tu as reçu les vidéos précédentes là. Oui, la séance d'hier. Il y avait un problème. Je pense que ça fait déjà deux séances qu'on a eu un souci avec la connexion. Ok, donc voilà de façon générale ce qu'on va faire. Ok, aujourd'hui c'est la dernière séance. Tu me fais reprendre tout. Je pense que on va faire un résumé. Comme on a un peu de temps encore, on va essayer de résumer tout. Et puis s'il y a des questions, on va s'entretenir. Et puis bon, on va passer aux choses sérieuses. Donc du coup, la science, c'est intéressant quand on a quelque chose en face de soi et quelqu'un quelqu'un en face de soi. Parce que quand on parle seul dans le vide, souvent on se perd. Ouais, c'est pas facile. Ça, il faut que je vous dise. Parce que quand on est tout seul comme ça, on parle seul, souvent on perd le fil et puis on dit n'importe quoi.
Mais quand on a quelqu'un en face de soi et quand on sait qu'on est écouté, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on dit. Donc, pour résumer, euh, on n'a plus assez de temps, mais je pense que le temps qui nous est accordé peut être suffisant. Je sais que tu es assez compétent pour comprendre ce que je vais dire. Donc, pour la première séance, je pense que vous avez déjà eu la première séance. Attends, je fais défiler les différents trucs. À la première séance, on avait parlé de façon générale du système d'exploitation, c'est ça? Et on a défini le système d'exploitation et on a donné son rôle. Donc, en gros, le premier chapitre, pour ne pas dire la première séance, c'était la définition, le rôle du système d'exploitation. Donc, on a défini le système d'exploitation et on a donné aussi également l'architecture du système d'exploitation, c'est ça? Voilà, donc on avait défini le système d'exploitation, on a dit son rôle et on a dit où est-ce qu'il était utilisé. Et pour son architecture, on a dit quoi que le système d'exploitation même pouvait être divisé ou du moins partagé en trois grandes parties, c'est ça? Et la première partie, c'était la partie utilisateur. Et elle-même qui peut être divisée en deux parties, c'est-à-dire partie utilisateur graphique et partie utilisateur shell, si tu veux, avec le command line. Du moins, pour dire quoi, que le système d'exploitation pouvait être utilisé de deux façons. C'est-à-dire, on peut l'utiliser de façon graphique avec le GUI, c'est-à-dire Graphical User Interface, c'est ça. Comme on peut aussi l'utiliser à partir d'un shell ou d'un terminal. Le terme dépend du système d'exploitation qu'on a en face. Quand on est sur Windows en général, on parle de CMD, c'est ça, un livre de commande ou dans le système d'exploitation sur la base de Unix et ils vont toujours dire, comment on appelle ça, terminal, c'est ça. Linux, comme Mac OS et Macintosh, je vais dire, et ils diront terminal, c'est ça. Mais toujours est-il que c'est le même tableau noir. C'est vrai que les lignes de commande diffèrent d'un système à un autre, mais toujours est-il que c'est le même tableau noir qu'on a. C'est des lignes de code qu'on écrit, quelques deux lignes, on écrit une ligne et on exécute avec la touche entrée et on voit des merveilles, c'est ça? OK. Donc, ça, c'était déjà la première partie qui était divisée en deux parties, graphique et CLI, c'est ça? Et la deuxième partie du système d'exploitation, c'était la partie centrale. Donc, on a dit, il y a le top, c'est la partie supérieure qui était utilisateur, la partie centrale qui était même, on peut dire, le noyau même du système d'exploitation parce que c'est là qu'on parle de fichiers et de gestion des fichiers, c'est-à-dire système de gestion des fichiers. Et la troisième partie était hardware, c'est ça, matériel. Donc, si on se résume un peu, on va dire que la partie supérieure est un peu logicielle. C'est ça? Puisque si on parle d'interface, déjà, il faut voir le logiciel. Et la partie la plus proche est l'utilisateur. La deuxième partie, on dirait même que c'est le noyau même du système. C'est-à-dire quoi, comment est-ce que le système même fonctionne. Donc, c'est l'intermédiaire entre la partie inférieure, c'est-à-dire la partie supérieure et la partie inférieure. Donc, on parle de la partie centrale, qui est la gestion des fichiers. Ici, en général, en système d'exploitation, on va appeler tout fichier. Fichier, c'est quoi? Tout ce qui est exécutable, tout ce qui est éditable, tout ce qui peut être enregistré sur un support, on va appeler ça fichier, c'est ça? La partie centrale, ce sont nos fichiers. Ici, même le système d'exploitation en soi, même si on veut définir, serait un fichier puisqu'il est exécutable. OK. Donc, on descend et tous ces fichiers sont enregistrés où? Sur un support. OK. Donc, l'ensemble de ces supports sur lesquels, ou ce support sur lesquels ces éléments sont enregistrés, ces fichiers sont enregistrés, l'enregistrement même est géré par quoi? Par le système d'exploitation lui-même, par le système de gestion des fichiers. Donc, du coup, la partie centrale, on verra un peu là-bas comme le noyau même du système d'exploitation. C'est-à-dire que la partie centrale, c'est là même le système d'exploitation. Et en bas, quand on descend à la partie inférieure, c'est-à-dire la partie la plus basse, ça sera le matériel. C'est ça? Tout ce qui est hardware, tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique sur notre machine. Donc, en haut,
C'est le logiciel, c'est la partie c'est l'interface graphique si vous voulez. L'interface, que ça soit graphique, que ça soit CLI, ça c'est la partie supérieure. Entre la partie supérieure et le matériel se trouve le système d'exploitation, c'est-à-dire la gestion même, le noyau même du système d'exploitation. Donc, la première séance, c'est tout ce qu'il fallait comprendre. On a défini le système d'exploitation, on sait ce que, vous à moi, on sait ce que c'est qu'un système d'exploitation, on connaît son rôle, comme on le dit. Le système d'exploitation, c'est juste un logiciel de base, c'est ça, qui permet d'utiliser et qui permet d'exploiter les ressources d'un système informatique. C'est ça. Et pour utiliser ces ressources-là, on peut les utiliser à partir d'applications. C'est ça, les applicatifs. OK. Donc, ça, c'était déjà la première séance. Et dans la deuxième séance, attends, je vais faire passer les différentes vidéos pour que quand on va échanger, peut-être que vous pourrez avoir d'éventuelles questions. Attends, je viens sur la première séance. Et, il pleut énormément ici, hein. Ah, d'accord. Il ne sait même pas comment il est parti à la maison. OK. Donc, j'ouvre un peu la présentation. Ah, il faut voir les autres vidéos là, hein, parce que là, il y a beaucoup de commandes qu'on a fait passer. Ah, non, la première séance, on avait vu quelques commandes ensemble, là, les CMD, les D, les RM. Après ça, il y a une vingtaine de commandes encore que j'ai exécutées, hein, à partir du terminal là. Je sais que si vous avez accès à ces vidéos-là, euh, voilà. Mhm. Donc, du coup, voilà, ça c'était déjà la première séance. On a défini le rôle du système d'exploitation. Vous voyez l'écran? Ah, d'accord. C'est moi que vous voyez. Vous ne voyez pas l'écran. Attendez, hein, un instant. Donnez-moi 2 secondes. Je ne sais pas pourquoi il va pas. Le support est là sur l'autre poste. Oui, le support est là. Ah, il faut l'importer ici. Ah, d'accord. Moi, j'ai enregistré, j'avais presque fini et c'est là qu'il vient. Je sais qu'il a raté des séances.